BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce 15e épisode déjà de l'ère du client. Vous savez, on vous parle de la transformation, comment le numérique impacte sur la transformation de l'expérience client. Et pour ce 15e épisode, nous allons parler de la transformation digitale dans le monde de la banque. Vous savez, la banque figure avec les médias, avec la tech, parmi les secteurs les plus impactés dans ce domaine. Les clients que nous sommes tous, mais les clients entreprises aussi, sont devenus plus exigeants. Ils veulent des produits plus personnalisés. Le potentiel aussi est en train de naître autour de l'exploitation des données pour créer de nouveaux services. Et puis, on voit arriver de nouveaux acteurs, ces fameuses fintech dont on va parler aujourd'hui, qui forcent les banques à se transformer beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est tous les sujets dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter nos invités dans un instant, mais on va démarrer tout de suite. On va parler d'open banking avec notre premier invité. BFM Business, hors série, l'ère du client. Et avec notre premier invité, Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Salesforce. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. On va parler d'open banking avec vous. Alors l'open banking, c'est les banques qui vont être... il y a une directive autour notamment des services de paiement. On appelle ça le DSP2. Donc il y a un nouveau volet qui va arriver mi-mars. Il y en a un autre dans le courant de l'année. Et le but, c'est que ces banques ouvrent davantage leur système d'information. Il faut s'attendre à quoi alors il faut s'attendre à ce que les banques ouvrent la donnée client à l'extérieur. Elles sont contraintes à partager ces données. Donc ça veut dire clairement qu'avant, les banques qui avaient l'habitude de contrôler le choix client, qui avaient l'habitude de contrôler la donnée client, vont devoir les partager à l'extérieur. Et c'est le client qui va pouvoir choisir s'il souhaite partager une donnée avec telle banque et sur combien de temps. Donc c'est le consommateur qui va récupérer le choix du partage de sa donnée. Alors justement, on parle d'encapsulation de services bancaires. Ça veut dire quoi exactement? Mettons, on ne va pas aller dans le monde d'entreprise, mettons dans le monde du consommateur final. Ça veut dire, je suis sur un site marchand, qu'est-ce qui se passe au moment où je veux payer? Alors, c'est une convergence des services sur une plateforme unique. Et donc, chaque consommateur va pouvoir bénéficier d'un service de paiement qui lui convient, gagner en simplicité, en temps. Si vous voulez avoir un prêt bancaire, plutôt que de mettre 3 ou 4 semaines, vous allez pouvoir l'avoir en 1 ou 2 jours, puisque c'est une plateforme où vous allez pouvoir choisir soit une fintech qui va pouvoir vous proposer un service verticalisé, soit une banque plus large. Et c'est vous qui allez faire ce choix-là. Ce n'est plus la banque qui va pouvoir vous l'imposer. Donc pour le client final que nous sommes, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Deux grands bénéfices, une diversité de l'offre, une diversité des choix des prestations de services bancaires, une rapidité d'exécution, de paiement. D'accord. Et puis un coût moindre, puisque tout le monde, toute la communauté et tout l'environnement bancaire vont repenser les services de demain ensemble pour recréer des nouveaux services adaptés à chaque point de contact du client. Donc c'est soit sur le paiement, soit sur un compte bancaire, soit sur d'autres services, même type d'assurance, voire même plus tard sur du paiement en ligne, comme vous venez de le préciser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques doivent transformer un peu leur façon... elles ont leur façon de... Elles vont être obligées de se transformer et on va en parler tout au long de cette émission. Mais là, elles ont vraiment un nouveau rôle à jouer dans cette partie paiement là, avec ce système d'open banking. Alors, au-delà d'ouvrir simplement leur système d'information, de partager davantage leurs données de base client, elles doivent s'immiscer dans d'autres process. Eh bien, elles vont devenir des plateformes de services avec de l'intégration et ce qu'on appelle de l'informatique modulaire pour pouvoir partager entre toutes les banques, entre tous les prestataires et même des nouveaux entrants d'autres fintech, par exemple, de créer des services innovants et les banques vont devenir, un service collaboratif pour l'ensemble de la communauté et pouvoir se positionner pour proposer en marque blanche d'autres services et coopérer pour le bien du consommateur final. Ça veut dire un changement culturel aussi au sein des banques. Nous, en tant que client, on va se dire, tiens, ça va être beaucoup plus simple. Alors, il y a certains, je pense, des Amazon qui sont sur le one-click button, one-click order, et puis tout est payé, tout ça, ça va être mis un peu en cause. Mais j'imagine aussi pour les banques, ce changement culturel, de partager, d'ouvrir. Complètement. Il y a des notions de sécurité, de risque, de tout ça. Tout à fait. Donc ça va être régulé. Toute la sécurité va être régulée par des organismes européens. Donc on va vraiment mettre la main mise sur la donnée client et de manière très sécurisée pour l'ensemble
cet écosystème. Mais c'est une place de marché tellement ouverte qu'elle va permettre à des nouveaux entrants. On peut imaginer Alibaba, on peut imaginer un AXA dans l'assurance, on peut imaginer un Engie pour vous vendre un contrat de gaz ou de chaudière, bénéficier de cette partie de plateforme d'open banking pour le bénéfice des consommateurs. Et bien on va suivre tout ça. Merci Guillaume Aurine d'avoir été avec nous donc, pour nous éclairer déjà sur cette partie open banking. Mais on va en reparler dans un instant. Donc je rappelle, vous êtes directeur marketing produit chez Salesforce. Et justement, nos invités vont être là dans un instant pour notre débat autour de la transformation dans la banque. Quel est l'impact du numérique dans la transformation bancaire? Mais vous allez voir, parce qu'on en parle souvent ici sur cette antenne BFM Business. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail. Vous allez voir tout ce que ça peut changer pour vous, consommateurs, pour vous, entreprises, et puis pour vous aussi, si vous travaillez dans une banque, tout ce que ça va changer pour vous. Allez, à tout de suite, restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client. Alors, on se retrouve avec nos invités. Je vous l'ai dit, on va parler de transformation digitale dans le monde de la banque. Je vous les présente tout de suite, nos invités. Luc Barneau, Chief Digital et Technology Officer de Natixis. Bonjour. Bonjour. Luc, merci d'être avec nous. À vos côtés, Sébastien Lacroix, Senior Partner en charge du pôle financier chez McKinsey. Bonjour. Bonjour. Sébastien. Et puis, on parlera justement du rapport McKinsey sur l'industrie bancaire. C'est le 4e, c'est ça? Absolument. Et donc, tous ces changements. Et puis, Olivier Nguyen, directeur marketing chez Salesforce. Bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Tiens, je vais démarrer avec vous justement sur ce rapport McKinsey sur l'industrie bancaire. Moi, il y a un chiffre là, qui a retenu mon attention. En Chine, la part de marché des géants de la tech là, sur les paiements dans le retail a atteint 50% en 2017 contre seulement 2% en 2012. Bon, on ne sort pas les pourcentages en Europe, mais on imagine que on est beaucoup moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à quelle transformation il va falloir s'attendre, là, Sébastien Lacroix? En fait, avec ça, vous touchez la question fondamentale de la désintermédiation des banques. On voit dans des pays, notamment les pays émergents, des acteurs non bancaires originellement qui s'inscrivent comme un intermédiaire ou une alternative, si je puis dire, à un certain nombre de consommateurs. Et c'est particulièrement vrai dans des pays comme la Chine, dans la mesure où en fait l'industrie bancaire est nativement mobile. Donc il est plus facile pour un géant de la tech de prendre une part de marché assez significative autour de ça. Et effectivement, en l'espace de 5 ans, des géants de la tech comme Alibaba, comme Tencent, ont pris sur ce marché du paiement une part de marché extrêmement significative, puisqu'on est à la moitié en fait aujourd'hui du volume de paiement qui transite par ces applications mobiles en Chine. Et c'est une tendance qu'on s'attend à voir. Verra. Ça ne va pas se cantonner à la Chine, ça va rayonner partout. Ça veut dire quoi, Luc Barneau, pour les établissements bancaires? Donc là, vous parlez, vous représentez Natixis, mais si on parle des établissements bancaires d'une façon générale, ça veut dire quoi quand on entend ce genre de choses? Voilà, il va falloir faire autrement. Alors c'est vrai que les métiers des paiements sont des métiers qui sont très impactés par la révolution digitale, la révolution technologique. Donc dans les paiements, il y a bien deux métiers. Il y a un métier vers les consommateurs, ceux qui émettent les paiements, et puis vers les marchands, ceux qui encaissent les paiements. Et sur ces deux volets des métiers des paiements, évidemment, le digital et la technologie bouleverse complètement la donne et permet à de nouveaux acteurs de rentrer. Donc il y a des sujets d'innovation. Si on prend la partie consommateur, il y a l'instant payment qui est arrivé et que le groupe BPCE a été un des premiers à déployer cet été et qui répond à une attente très forte des clients qui est l'instantanéité. Donc là où avant mon virement mettait plusieurs jours à arriver à son destinataire, maintenant c'est moins de 10 secondes pour arriver. Et puis du côté des commerçants, il faut aussi s'adapter aux nouvelles façons de consommer et être en capacité de faire de l'acquisition des paiements sur des sites internet, sur des sites mobiles, avec une diversification de porte-monnaie électronique, certains venant d'ailleurs de Chine, des cartes bleues, etc. Et là, il y a tous des services à valeur ajoutée vers les commerçants pour leur permettre d'accepter un nombre maximum de solutions de paiement et aussi, grâce à la data et au machine learning, de pouvoir détecter la fraude et être plus efficace dans cette détection. Et c'est vrai que vous le dites, quand on est consommateur final, je ne parle pas des entreprises, mais c'est vrai que consommateur final aujourd'hui, avec le paiement, avec son mobile, on s'habitue vite, quoi. On a envie de simplicité, que tout ça soit bien intégré, qu'on soit pas que tout ça soit rapide, quoi. Surtout le moment du paiement, le moment de la caisse, c'est toujours le moment un peu irritant, on va dire, pas l'histoire de sortir de l'argent de son portefeuille, mais voilà, d'attendre en caisse. Ça y est, on a fait son achat, on a envie de partir, donc il faut que ce soit le plus efficace possible. C'est vrai que les trois grandes tendances clients que l'on travaille, sur lesquelles on améliore nos processus, c'est la personnalisation, l'instantanéité et la simplicité. Alors, pour les paiements, c'est évidemment tout à fait le cas. Alors Sébastien Lacroix le disait, et vous dites aussi, l'importance du mobile. Aujourd'hui, ça veut dire que dans des établissements, le groupe PCE dans son ensemble, mais chez Natixis aujourd'hui, vous concentrez beaucoup de vos développements autour du mobile?
Alors c'est vrai que sur le marché du grand public, Natixis intervient surtout en producteur de services et des solutions qui sont distribués par des réseaux tiers. Les banques populaires et les caisses d'épargne au premier rang, bien évidemment. Et c'est vrai que les banques distributeurs s'appuient de plus en plus sur les applications mobiles et par rapport à, je dirais, des sites traditionnels Internet. Et donc aujourd'hui, notamment sur des services à très forte récurrence, comme peuvent l'être les paiements, le mobile est vraiment le bon vecteur, le bon canal d'engagement des clients et de distribution vis-à-vis des clients. Oui, Olivier Nguyen, on est dans cette mouvance. Hein, enfin, on reviendra pas en On est dans cette mouvance. Nous, on a une étude sur le client connecté. Et aujourd'hui, on se rend compte que 80% des clients mettent l'expérience client en priorité numéro 1, même avant les produits et services vendus. Et ça, c'est le mobile qui est au cœur de ça. Et on est vraiment dans le règne du mobile au sein de cette expérience client. Et on voit, alors Sébastien Lacroix, je me réfère un peu à votre rapport McKinsey sur l'industrie bancaire. On voit que dans la banque, tous les métiers sont impactés. Là, on parlait un peu du consommateur final, mais on va revenir sur au niveau des entreprises. Mais voilà, tout le monde, soit back-office, en front-office, qu'on s'occupe de placements financiers, qu'on s'occupe d'assurance. Voilà, tout le monde est impacté par ces mobiles, ces data aussi, on va en parler. Tous les métiers sont impactés, alors tous pas de la même façon. On l'évoquait tout à l'heure, les paiements et probablement les métiers les plus aujourd'hui marqués par cette digitalisation ou cette désintermédiation. Mais c'est vrai que quand on va sur des métiers comme l'épargne, où le conseil est encore au cœur de la relation avec le client. Dans le fond, ce qu'on crée, c'est une forme de conseiller augmenté grâce à la digitalisation ou aux technologies. Le conseiller est toujours là, on a besoin de ce rapport humain dans l'échange, notamment quand il s'agit de faire du conseil. Par contre, l'intelligence artificielle, l'usage de la donnée vient améliorer l'expérience client, améliorer en fait ce que le conseiller peut dire et amener à son client. Ça, c'est ça. Il y a un des chiffres, 59% des Français souhaitent une meilleure collaboration, donc avec la banque, et 24% seulement veulent de la gestion en solo, ce qui veut bien dire qu'on a toujours besoin de conseillers clients. Et justement, alors, on parlait des innovations technologiques, Olivier Nguyen. Ben voilà, on y est aujourd'hui, c'est des conseillers augmentés qui doivent avoir davantage d'informations, davantage, voilà, on va dire le tout venant est un peu géré par la machine, par des intelligences artificielles, et puis eux, ça leur permet d'apporter cette valeur ajoutée aux clients qui soient, encore une fois, consommateurs final ou entreprise. Tout à fait, la personnalisation est critique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que client d'une banque, ce que vous voulez, c'est une offre personnalisée, un dialogue personnalisé avec votre banque, qu'elle soit faite avec des technologies d'augmentation comme l'intelligence artificielle ou des processus de personnalisation et d'automatisation. Ce qui est important pour moi, c'est que nos clients comme Orange Bank, Natixis, ils remettent le client au centre de leur stratégie, et je dirais qu'ils remettent le conseil au centre de cette relation client. Et tout ce qui va pouvoir améliorer ce conseil, ce service de conseil pour les clients, c'est au cœur de tous ces enjeux technologiques. Alors Sébastien Lacroix, justement, un conseil pour les conseillers. Comment on dit remettre le client au centre, le mettre au cœur de la réflexion, et puis je poserai la question à Luc Bernot derrière. Ça consiste en quoi? Quand vous allez voir les entreprises pour dire, voilà, faut mettre et notamment dans l'industrie bancaire, il faut mettre le client au centre, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer un maximum de données? Ça veut dire... Ça veut dire, je pense que le premier enjeu pour moi, c'est d'être extrêmement clair sur les clients que vous souhaitez servir et la nature du service que vous souhaitez leur apporter. Je pense que pendant très longtemps, et on a un modèle en France qui est très marqué de la banque universelle, qui sert de façon assez monolithique l'intégralité des clients. Et ce qu'on voit avec la personnalisation à outrance d'une certaine manière, c'est que chaque client devient un cas unique à servir, et donc les banques doivent savoir et doivent penser à l'unicité et la typicité de ce client-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand vous pensez produit, service, vous devez réfléchir à comment on va personnaliser, même si derrière un certain nombre de choses sont industrialisées. Mais vu du client, effectivement, ça doit pousser à beaucoup de personnalisation. Et pendant très longtemps, on était quand même dans une relation où on poussait des produits vers le client. Et on est aujourd'hui avec des clients qui ont des usages et des attentes extrêmement différentes, qui sont d'ailleurs prêts à ne pas aller voir autre chose que des banques. Ouais. C'est la désintermédiation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, en tant que banque, je dois m'assurer en fait de créer une relation où on peut jouer sur la sécurité, on peut jouer sur la rassurance, mais une relation qui doit se matérialiser par des services très typé et très proche de ce que j'attends. Et vous avez un client qui peut avoir le même profil que vous et moi, mais qui voudra dans un cas avoir un accès à l'humain, et dans d'autres voudra, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir de façon autonome piloter son portefeuille financier. Oui, puis et même c'est ça qu'il faut savoir jouer. Dans la temporalité, voilà, quelques mois après, on ne va pas avoir la même demande. Comment ça se passe avec les entreprises? On rappelle, Natixis, c'est plus dans cet univers du B2B, Luc Marnoux. Voilà, comment on écoute ses clients, comment on leur propose de nouveaux services,
service? Alors, c'est vrai que la personnalisation est un élément clé, et d'autant plus pour Natixis, on se positionne vraiment comme une banque de solutions, une banque de conseils. Donc, évidemment, la personnalisation du conseil est un élément clé. On agit à travers nos produits d'épargne pour les clients grand public, et on a déployé un robot advisor qui est là pour enrichir le dialogue et le conseil entre le conseiller et son client à partir des besoins spécifiques, de l'appétence au risque, des projets propres à chacun, et proposer une politique d'investissement en regard de ses objectifs personnels de chacun. Donc ça veut dire que les clients ont déjà pré-rempli des choses et alors ça se fait dans un dialogue. Donc, on parlait de conseiller augmenté, c'est vraiment dans le dialogue enrichi entre le conseiller bancaire et son client, permettre de définir les projets du client, ses horizons de placement, ses souhaits d'appétence ou pas au risque, et de définir des solutions qui sont totalement adaptées à son propre besoin. Je dirais que dans le domaine des entreprises, puisque nous sommes là aussi pour conseiller et financer des grandes institutions financières et des grands clients entreprises, là aussi, on possède énormément de data, des data qui viennent du marché, des data qui viennent des comportements de trade et d'achat de ces grands clients. Et tous ces éléments-là, grâce à l'intelligence artificielle et le machine learning, sont analysés et mis à disposition de nos banquiers, de nos seniors banqueurs, pour qu'ils apportent un service ultra personnalisé à leurs clients. Ça fait partie notamment chez Natixis. Alors vous avez une stratégie qui s'appelle New Dimension, enfin une nouvelle dimension, voilà, 2018-2020. Voilà, c'est assez court, mais c'est vrai que dans cet univers, c'est 3 ans. Il faut savoir bouger très rapidement. Et vous dites dans cette stratégie, voilà, il faut développer l'usage de la data. Alors on englobe beaucoup de choses dessous, mais voilà, dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment ça, c'est savoir utiliser tout ce que vous dites, les comportements des entreprises, et puis savoir mieux diriger. Alors c'est vrai qu'une banque ou un assureur, les orienter. On vend du service qui est très immatériel, donc on génère énormément de data. Donc après, la question n'est pas d'être est-ce que nous sommes ou pas data. Oui, nous le sommes parce que nous générons beaucoup de données, mais est-ce que nous sommes vraiment data-centriques, c'est-à-dire est-ce que nous faisons la meilleure utilisation possible des data que nous générons au profit de nos clients. Et donc effectivement, l'enjeu, il est bien là, d'utiliser cette data que nous générons, arriver à corréler les comportements des clients avec des mouvements de marché, des mouvements extérieurs, pour pouvoir proposer au bon moment la bonne solution personnalisée à nos clients. Mais il y a des enjeux technologiques, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux humains et de gestion du changement et d'enjeux culturels. Donc il faut que l'ensemble des 21 000 collaborateurs de Natixis soient embarqués dans cette journée, pour parler anglais, du digital. Et puis pour crever l'abcès tout de suite, se disent pas que grâce à l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle et ses robots, 21 000, ils seront 14 000 dans 10 ans. Quoi. Voilà, le positionnement... Il y a un côté anxiogène, évidemment, quand on commence à vous dire il y a une partie du travail qui est déjà faite. Alors, le positionnement de Natixis sur ce marché des entreprises, de solutions à forte valeur ajoutée pour les entreprises, nous positionne vraiment de la technologie pour augmenter le conseil et personnaliser le conseil que nos seniors banqueurs apportent à nos clients. Donc on est vraiment dans cet aspect tout à fait positif de l'augmentation, comme ça a été dit, des conseillers pour offrir un service plus personnalisé. C'est ce que vous dites chez McKinsey, Sébastien. Oui, avec, je pense, si on met en perspective à horizon 2030, je crois qu'il y a un vrai sujet, il faut crever l'abcès. L'automatisation, quand on la regarde, nous on estime que ça va automatiser 43% des tâches aujourd'hui réalisées par les conseillers bancaires. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a peut-être quelques pourcentages de jobs qui vont disparaître sur la même période. Mais quand on regarde le solde net avec la création de nouveaux métiers, on est quand même un solde net positif. Donc la vraie question pour les entreprises, et ça a été mentionné, c'est plutôt la manière dont je fais évoluer le socle de compétences de mes collaborateurs, puisqu'on va aller vers beaucoup plus d'humain, beaucoup plus de relationnel. Et toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée, comme la saisie manuelle qui était hier faite par des collaborateurs, sera demain automatisée. Donc c'est aussi, je pense, un mouvement extrêmement positif pour les collaborateurs s'il est bien pris par les banques. Et puis Olivier Nguyen, et parce qu'il y a des outils qui permettent ça, des plateformes qui le permettent, c'est davantage, on parle de collaborateurs, davantage de collaboratifs aussi, parce que c'est ça aussi, on va travailler beaucoup plus en écosystème aujourd'hui, on ne va plus travailler dans son silo, dans son coin, dans sa banque, on va travailler avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, avec des concurrents, pourquoi pas parfois. Tout à fait, je crois que Natixis parle de symétrie des attentions, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr le parcours client que le client voit, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière en termes de collaboration au niveau des employés. Et tout ça doit être très fluide pour offrir un parcours client pertinent par rapport à son client. Et moi, ce que je voulais dire, ce qui était important pour moi, c'est le toucher de balle de cette personnalisation. Parce qu'on parle de data, on collecte bien sûr beaucoup de data aujourd'hui, mais c'est comment on utilise cette data de façon pertinente, de façon
positif par rapport à l'expérience client. Et ça, c'est un toucher de balle que toutes les entreprises doivent inventer et réinventer. Et je pense que ça, en tant que marketeur, moi, c'est un point qui est essentiel. Et il y a plein de choses qui sont possibles, mais il y a beaucoup de leçons qu'il faut qu'on apprenne dans les prochains mois pour avoir ce bon toucher de balle. Et l'enjeu est important, puisque avec la montée des nouveaux usages, en fait, les clients aujourd'hui sont prêts à aller voir d'autres acteurs que les banques. Donc le gâteau de l'intermédiation financière, qui aujourd'hui représente 5 000 milliards de dollars, dans le fond, aujourd'hui, il va être partagé avec des nouveaux acteurs. Et si certains de ces acteurs arrivent en fait à créer on parlait tout à l'heure des plateformes de e-commerce, pourquoi pas, qui viennent des... Vous imaginez ça à l'échelle, en fait, ça peut créer une proximité. Donc c'est vrai qu'il y a une pression assez forte sur les banques aujourd'hui. Elle se traduit dans la pression financière qu'on connaît. Aujourd'hui, leur valorisation est inférieure à leur valeur comptable. Les revenus sont significativement en baisse par rapport à l'histoire. Donc il y a un vrai enjeu pour ces banques-là de renforcer ce lien, de le retisser parfois, et de vraiment devenir ce tiers de rassurance. Et d'être challengé, Luc Barneau, chez Natixis aussi, par ce qu'on appelle tout ce phénomène des fintech qui interviennent sur des... Alors après, voilà, c'est vrai que BPCE a été parmi les premiers, il faut le souligner, on ne le dit pas parce que vous êtes là, mais c'est vrai qu'à regarder ce marché, à investir, à en racheter, à en accompagner. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde suit ce mouvement-là, mais voilà, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans non plus ces sociétés très agiles. Tout à fait. Olivier parlait de collaboration, d'agilité. Il faut le faire bien sûr au sein de nos murs. Donc on développe des programmes au sein de Natixis de meilleure collaboration, d'agilité entre les métiers, la technologie, le digital. Mais c'est aussi la collaboration avec des partenaires extérieurs, comme sont les fintech. Alors des fois, vous avez dit effectivement BPCE était assez actif dans l'achat de fintech. On a intégré notamment dans le domaine des paiements que j'évoquais tout à l'heure des spécialistes comme PayPlug ou Danilis pour enrichir notre offre vers les commerçants. Mais c'est aussi sans faire de rachat capitalistique, du travail en collaboration avec des fintech pour intégrer leur innovation dans nos services. Ce qui est facile à dire mais un peu plus compliqué à réaliser puisque nos systèmes informatiques n'avaient pas été faits pour être modulaires et facilement s'interconnecter avec des solutions tiers, mais au contraire plutôt pour être fermés pour garantir un maximum de sécurité. Et il faut que dans l'avenir, et on le fait dès aujourd'hui, arriver à combiner ces deux exigences d'ouverture pour intégrer au profit de nos clients des innovations de tiers, tout en continuant à garantir un maximum de sécurité, de transactions pour nos clients. Beaucoup de choses derrière. Oui, et on en parlait tout à l'heure avec Guillaume Aurine autour de l'open banking qui va vraiment révolutionner pas mal de choses. Il y a tous ces risques autour de ça. Olivier Nguyen, donc il y a plein de choses. Toutes les opérations du quotidien vont être numérisées. Bon, elles le sont déjà, mais voilà, ça va être bien cerné tout ça. Maintenant, on en parle, c'est le relationnel, c'est le collaboratif, c'est l'automatisation. C'est la relation de confiance. Ça, c'est important. Moi, je voulais parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, je pense qu'elle a eu la même banque toute sa vie. C'était une relation de confiance, c'était une relation de proximité. Mes parents, ils ont dû changer de banque 2 fois pour un projet immobilier ou pour un changement de vie important. Moi, j'ai dû déjà changer 4-5 fois de banque. Donc, on est dans un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiqué, où au centre, c'est la relation de confiance. Et c'est comment les établissements bancaires peuvent établir cette relation de confiance, peuvent la garder et peuvent bâtir autour de ça des parcours clients cohérents et personnalisés. Et être en avance par rapport à ses clients. C'est ça, être en avance par rapport à ses clients. J'imagine McKinsey, c'est le rôle que vous accordez aujourd'hui auprès de ces établissements. Et c'est très juste parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'industrie bancaire, c'est l'une des 3 plus digitalisées avec les high-tech et le média. Et pour autant, on se rend bien compte qu'on a le sentiment de courir après un train qui accélère parce que les clients sont par leur écosystème quotidien, exposés, que ce soit dans l'achat des biens de consommation, de voyages et autres. Oui, puis on s'habitue à la simplification aussi, on le disait tout à l'heure. Avec un élément de fond, en fait, qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les clients, en général, votre grand-mère, elle avait tendance à aller vers la même institution pour l'ensemble des produits. Si l'expérience est meilleure pour un produit donné, le client est prêt, en fait, à séparer son expérience. Et donc, l'enjeu pour la banque, c'est de garder de façon un peu holistique cette relation sur l'ensemble des produits. Et c'est vrai en France, puisqu'on a un modèle de banque universelle particulièrement unique. Un tout petit mot, un tout dernier petit mot. Oui, c'est vrai que le modèle de banque généraliste fait que notre portefeuille de produits est extrêmement large, donc ce qui potentiellement peut entraîner de la complexité, et d'où l'importance de simplifier les processus et les parcours de nos clients, et principalement sur des moments clés, des moments de vérité, on dirait en termes de marketing. Par exemple, sur l'assurance dommage, c'est au moment de la gestion des sinistres et du règlement des sinistres. Quand on est sur l'épargne financière, c'est au moment où j'ai de l'argent à placer, quel est le conseil que je peux recevoir. Et dans le domaine des entreprises, c'est l'entrée en relation, ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, qui est un process qui peut être parfois
complexe et douloureux et comment on peut, grâce au digital, le simplifier. Eh bien, merci. Alors, vous allez rester avec nous. Avant de se quitter, on va voir un reportage à la start-up iPay. Allez, concurrent de PayPal, n'hésitons pas les mots. C'est un reportage de Julian Antoine et on se retrouve juste après. iPay est une plateforme de paiement globale. Elle propose 220 méthodes de paiement différentes, quel que soit le canal de vente, en magasin ou en ligne par exemple. Son offre concerne les retailers, des détaillants comme Franprix ou Vente Privée. Pierre Delaunay, directeur marketing chez iPay. Avec les nouvelles générations de plateformes de paiement qui sont arrivées depuis les années 2010, qui intègrent l'intelligence artificielle, l'exploitation du big data, on va pouvoir finalement décortiquer la transaction de paiement et l'exploiter, de mieux comprendre pourquoi le paiement ne passe pas. Ça permet également de comprendre qui sont les acheteurs et donc de proposer les meilleurs moyens de paiement préférés de ces acheteurs pour améliorer l'expérience client. Parmi ses 4000 clients, The Couples. Auparavant, cette marque de prêt-à-porter avait 2 prestataires de paiement, l'un pour la vente en ligne et l'autre pour la vente en boutique. Aujourd'hui, avec iPay, ce marchand centralise ses données de paiement pour mieux les exploiter. iPay permet aussi un parcours d'achat omnicanal pour les clients. En se basant sur l'infrastructure existante, donc ça veut dire sans changer leur TPE et en limitant leur investissement IT, on va pouvoir leur proposer ces nouveaux parcours omnicanaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est acheter en ligne, retirer votre marchandise en magasin, acheter en magasin, se faire rembourser en ligne. Donc plein de parcours clients pour améliorer l'expérience d'achat de leurs clients à eux. 2/3 des consommateurs sont même prêts à changer d'enseigne si elle ne propose pas ce parcours omnicanal. Second problème pour les consommateurs, la carte cadeau. La problématique quand vous payez avec une carte cadeau, c'est que si vous faites un achat de 15 € et votre carte cadeau est limitée à 10 €, vous ne pouvez pas l'utiliser en ligne. Donc avec nos clients, nous avons développé ce qu'on appelle le mix payment, un paiement complémentaire qui vous permet d'acheter jusqu'à 10 € avec votre carte cadeau, puis compléter votre achat d'une manière très intuitive avec une carte de crédit traditionnelle. Mise en place pour les fêtes de fin d'année, cette fonction Mix Payment sera bientôt disponible pour compléter les tickets restaurants avec sa carte de crédit. Avec le même objectif, faciliter les modes de paiement pour l'acheteur. Voilà, il nous reste à vous remercier d'avoir suivi avec nous ce 15e épisode de la transformation du client. Mais là, on parlait de transformation dans le monde bancaire. Merci à nos 3 invités, Luc Barneau, chef digital et technologie officer de Natixis, Sébastien Lacroix, senior partner en charge du pôle financier chez McKinsey et Olivier Nguyen, directeur marketing chez Salesforce. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'ère du client. Allez, excellente semaine sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.